Hier soir, vendredi 24 septembre, j'étais invité à un débat dont le thème était liberté d'expression et Covid. Tout un programme. L'entrée de la salle était subordonnée à la présentation d'un pass sanitaire. Une jeune blonde très souriante procédait au contrôle parce que c'est la loi. Et lorsque mon tour de m'exprimer est venu, j'ai fait observer qu'il était difficile d'avoir un débat sur la liberté d'expression au Covidistan lorsque l'accès au débat nécessite de présenter un QR code. Par définition, pour débattre, il faut qu'il y ait au minimum 2 thèses contradictoires. Si toutes les personnes dans la salle ont un pass sanitaire, comment organiser un véritable débat sur le pass sanitaire? L'argument me semblait relativement évident. J'ai donc déclaré publiquement que j'étais un délinquant puisque je participais à ce débat sans avoir de passe sanitaire et j'ai invité tout le monde à désobéir à ces règles légales mais pas légitimes. À ce stade, j'avais donc pu parler environ 3 minutes. À ce stade, j'ai été purement et simplement interrompu par un des spectateurs, un homme de 70 ans, très légaliste. Et rapidement, le débat n'était plus possible puisque j'étais systématiquement interrompu par divers membres de la salle. Je leur ai fait remarquer que leur comportement illustrait et démontrait parfaitement mon point. Il n'y a pas de liberté d'expression contre le pass sanitaire. Ces gens-là veulent non seulement vous masquer, ils veulent non seulement vous vacciner, ils veulent non seulement vous licencier, mais ils veulent aussi et surtout que vous fermiez votre gueule et ils ne supportent pas qu'on leur dise leur cas de vérité. Les partisans du pass sanitaire ne tolèrent pas que l'on compare la situation actuelle à une dictature ou à une forme de tyrannie à la chinoise. Mais pourtant, s'il y a bien un élément qui trahit un pouvoir autoritaire, c'est justement la répression de la liberté d'expression. Quand vous êtes partisan de la censure des informations, quand vous êtes partisan de la mise à pied sans salaire des dissidents, il est temps de vous poser sérieusement la question de votre appartenance au camp du bien. Vous êtes pour le vaccin et contre le virus, vous voulez des QR codes et des sanctions pour les non-vaccinés, vous pensez sincèrement que ces mesures ont une utilité pour sauver des vies. D'accord, on a compris, ça fait 18 mois qu'on subit une propagande incessante pour nous dire que sauver des vies c'est bien, donc on a bien eu le message. Ça fait 18 mois que vous nous répétez que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Le troupeau réclame la liberté de ne pas être contaminé par les autres. En revanche, il va falloir m'expliquer en quoi la liberté d'exprimer une critique sur le pass sanitaire, les QR codes, les fermetures de lits ou les vaccins peut attenter d'une quelconque manière aux droits d'autrui. On a l'impression que le troupeau réclame non seulement le droit de ne pas être contaminé par le virus SARS-CoV-2, mais il réclame aussi le droit de ne pas être contaminé par des idées dissidentes, ne pas être contaminé par des opinions contraires à l'opinion dominante. Et là, on n'est plus du tout dans une posture libérale. Il est impossible de justifier une quelconque forme de restriction à la liberté d'expression sur le pass sanitaire. On n'est plus dans le libéralisme, manifestement. Ce qui constitue le signe caractéristique le plus certain d'une dictature, c'est la répression de la liberté d'expression. Le crime de penser, ce n'est pas libéral, c'est même le concept antilibéral par excellence. En 2021, dans notre beau pays pseudo-démocratique, il est désormais interdit de faire des comparaisons avec une dictature. Il est interdit d'émettre des critiques sur le pass sanitaire, ou sur les vaccins, ou sur la gestion de la crise par le gouvernement. Toute expression d'une opinion dissidente sur la politique du gouvernement est devenue un crime de pensée qui vous vaudra une condamnation sociale, morale et peut-être pénale. Si vous ne me croyez pas, laissez-moi vous lire ce qui passe pour normal dans ce merveilleux Covidistan. Michel-Ange Fleury, ancien publicitaire de 62 ans originaire du Var, a été condamné le 17 septembre par le tribunal de Toulon pour injure publique au président de la République. Il avait publié en juillet 2021 2 affiches représentant Emmanuel Macron grimé en Hitler et en maréchal Pétain, affichées à la Seine-sur-Mer et à Toulon. Suite à une plainte du chef de l'État, le tribunal correctionnel a suivi les réquisitions du procureur Laurent Robert, qui a dénoncé dans son réquisitoire une volonté de nuire évidente. L'homme a été condamné à 10 000 € d'amende.
Voilà donc cette dépêche qui a été rapportée par l'AFP et reprise par la plupart des journaux. Voilà ce qui passe pour parfaitement normal dans notre merveilleux pays. Montesquieu écrivait « Les discours sont si sujets à interprétation, il y a tant de différences entre l'indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dans les expressions qu'elles emploient, que la loi ne peut guère soumettre les paroles à une peine capitale. » Montesquieu, 18e siècle, vous pouvez oublier tout ça, hein. On peut jeter Montesquieu à la poubelle avec sa séparation des pouvoirs. Dans cette affaire, il faut la collaboration active de tous les pouvoirs pour condamner un acte de protestation politique. Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le quatrième pouvoir médiatique sont tous à la manœuvre et sont tous unis pour lutter contre le crime de pensée. Alors d'abord le premier pouvoir législatif qui n'en finit pas depuis 30 ans de créer des lois permettant de transformer certaines opinions en délits. Que se passe-t-il quand c'est la loi elle-même qui prétend fixer la vérité? On n'est plus face à une opinion mais à un dogme. C'est la caractéristique d'une société théocratique, antilibérale. Il n'est pas possible de fixer la vérité par la loi. En tout cas, il n'est pas possible de se prétendre libéral et démocrate et en même temps de vouloir imposer un dogme légal. Ça n'a pas de sens. Au départ, dans une société libérale démocratique, le principe de liberté d'opinion et de liberté d'expression publique est absolument nécessaire. Il s'agit d'une condition sine qua non afin de garantir que la volonté générale est le fruit, est issu d'une délibération libre des citoyens. Alors on peut rappeler les termes d'un arrêt célèbre de la Cour européenne des droits de l'homme de 1976, l'arrêt Handyside, qui adopte cette formule. La liberté d'expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, qui choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Cette formule, donc, qui rappelle que la liberté d'expression protège aussi les idées choquantes. On devrait même dire que la liberté d'expression n'a pas d'autre utilité que de protéger les idées choquantes. Parce que les idées consensuelles n'ont pas besoin de protection. Elles sont déjà protégées par le consensus dominant. La liberté de dire que vous aimez le gouvernement ou que vous aimez le poulet n'a pas besoin d'être protégée. Dans la tradition libérale française, depuis les guerres de religion, nous avons peu à peu fait émerger l'idée que la vérité ne peut pas avoir une source transcendantale. La vérité ne peut pas être fixée dans un livre pour l'éternité parce qu'il n'y a alors plus de droit de douter. Il n'y a plus de droit de poser des questions. Il n'y a plus de droit de changer les règles, de changer la société. La société démocratique, par nature, doit pouvoir changer les règles et doit donc pouvoir en débattre. Sans possibilité de changer les règles, ce n'est plus une démocratie. Sans possibilité de changer les règles, vous êtes dans la France d'Ancien Régime, avant la Révolution, avant les Lumières. Sans possibilité de douter et de poser des questions et de remettre en cause les dogmes, vous êtes dans l'Europe du procès de Galilée par l'Inquisition catholique, qui interdisait de penser que la Terre tournait autour du Soleil et ne se trouvait pas placée au centre de l'univers. Il ne peut pas y avoir de recherche scientifique sans remettre en cause les dogmes établis. Ce n'est pas compatible. Pour cette raison, il ne peut pas y avoir de limite à la liberté d'expression politique ou scientifique. Aucune idée ne doit être exclue a priori du débat. En pratique, dans la France de 2021, outre une multitude de délits d'opinion réprimés par le code pénal, vous avez l'invention de l'idée de fake news, les fausses nouvelles, la désinformation. Les fake news qui ont fait l'objet récemment d'une loi, donc une loi du 22 décembre 2018, une loi encore du gouvernement de M. Macron, relative à la lutte contre la manipulation de l'information. Alors dans cette loi, vous voyez que les opérateurs de plateformes en ligne, les Facebook, les YouTube, Google, ont l'obligation de mettre en œuvre des mesures en vue de lutter contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public. Vous voyez aussi une règle qui dispose que le Conseil supérieur de l'audiovisuel contribue à la lutte contre la diffusion de fausses informations susceptibles de troubler l'ordre public. Alors c'est merveilleux, cette loi française doit se conjuguer et compléter
par des règles issues de l'Union européenne, par exemple, notamment un code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation. Je cite la Commission européenne qui nous présente l'intérêt et l'utilité de ces bonnes pratiques. Vous voyez la dimension morale, ce n'est pas du droit, c'est de la petite morale, les bonnes pratiques. La Commission européenne écrit donc dans ce code, qui n'a pas valeur contraignante, hein, c'est du droit mou. La Commission européenne écrit « La désinformation nuit à notre société en érodant la confiance dans les institutions et les médias, en mettant en péril les élections, en empêchant les citoyens de prendre des décisions en connaissance de cause, en portant atteinte à la liberté d'expression. Pendant la crise de la Covid-19, des informations trompeuses sur les soins de santé, de dangereux canulars contenant de fausses théories conspirationnistes ont également mis en péril la santé publique. Au cours de la crise du coronavirus, les plateformes ont communiqué chaque mois à la Commission des indicateurs spécifiques donnant un aperçu de leur action visant à favoriser les contenus faisant autorité, à sensibiliser davantage les utilisateurs et à recenser les flux de publicité liés à la désinformation sur le coronavirus. C'est beau, ça mérite un prix Nobel. Alors si on résume, la désinformation consiste à éroder la confiance dans les institutions. Pour lutter contre la désinformation, il faut favoriser les contenus faisant autorité. Une opinion critique différente de l'opinion dominante est une fausse théorie conspirationniste, est une information trompeuse. Voilà, bienvenue en Orwellistan. On est très très loin du libéralisme là, hein. On est très 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 loin. Ça c'est le genre de truc qui pourrait être écrit par le Parti communiste chinois ou par Kim Jong-un. La liberté d'expression consiste à interdire et à censurer certains contenus. On est en plein dans Orwell. Comme dans toutes les guerres, et comme dans toutes les dictatures, la première victime, c'est la liberté d'information. Souvenez-vous que 2 jours seulement après le début de la Première Guerre mondiale, le Parlement français avait voté la loi du 5 août 1914, disposant « Il est interdit de publier des informations autres que celles qui seraient communiquées par le gouvernement ». Ben voilà. On est dans une information en temps de guerre, on est actuellement dans de la propagande de guerre. Voilà le statut de la liberté d'expression en temps de guerre. Et souvenez-vous que M. Emmanuel Macron vous a annoncé depuis le début de cette crise que nous sommes en guerre contre le virus et que nous devons donc soumettre la population à une propagande de guerre. Il faut une espèce particulière de gouvernement, de gouvernants, d'hommes d'État pour ordonner des poursuites pénales contre une caricature politique. Pour ce gouvernement, la liberté d'expression ne doit pas servir à offenser, ne doit pas servir à choquer ou à heurter l'opinion publique. Pour ce gouvernement, les médias doivent seulement relayer de bonnes informations. Alors les bonnes informations, ce sont celles qui ont servi à créer un climat de panique, un climat de terreur depuis 18 mois, où tous les soirs vous avez des chiffres de décès, où tous les soirs il faut insulter les opposants, les traiter d'irresponsables, d'égoïstes. Voilà le type de bonnes informations, voilà à quoi doit servir la liberté d'expression selon ce gouvernement. Alors pour les partisans du pass sanitaire, il n'y a jamais de poursuite pénale. Ils peuvent injurier publiquement les dissidents. On a vu récemment à la télévision un homme déclarer que tous les opposants au pass sanitaire étaient des connards. On a vu d'autres personnes à la télévision souhaiter la mort ou la maladie des opposants au pass sanitaire. On a vu des partisans du pass sanitaire souhaiter que toutes les personnes non vaccinées ou les opposants au pass sanitaire soient privés de soins, n'aient pas le droit d'être soignés à l'hôpital. Pour ces personnes-là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de limite à la liberté d'expression, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, il n'y aura pas de poursuite. En revanche, pour les opposants au pass sanitaire, c'est pas la même chose, il faudra ordonner des poursuites, il faudra ordonner au procureur d'avoir une action rapide et sévère contre les opposants au pass sanitaire. Les sanctions seront très sévères pour des expressions beaucoup moins graves, mais simplement pour créer un climat de peur, pour créer un climat de répression. Ce qui nous amène au pouvoir judiciaire. Parce que les magistrats ne sont pas au reste. Il faut que le troisième pouvoir, le pouvoir judiciaire, collabore avec le gouvernement pour pouvoir installer ce climat de peur. Les lois sont bien les mêmes pour tous,
mais elles ne sont pas appliquées de la même manière. L'égalité apparente entre les citoyens est liquidée quand les juges peuvent réintroduire de l'arbitraire dans l'application de la loi. Dans le cas de Michel-Ange Flory, le procureur de la République Laurent Robert n'a rien trouvé à redire aux poursuites engagées par le chef de l'État, à la plainte déposée par le chef de l'État pour ces deux affiches. Le procureur de la République est d'accord avec le chef de l'État. Il trouve que c'est très très grave. Il trouve qu'il devrait être interdit d'insulter le bon monsieur Emmanuel Macron. Il déclare ainsi dans son réquisitoire, ce procureur, « Vous ne faites rire personne à part vous ». Eh bien non, monsieur le procureur. Moi, voir des caricatures de Emmanuel Macron en Adolf Hitler et en Maréchal Pétain, ça me fait hurler de rire. Parce que je suis contre les nazis, parce que je suis contre la collaboration, parce que je suis contre la dictature. Et donc, rappeler à M. Emmanuel Macron ce qu'il fait vraiment et essayer de montrer son vrai visage, c'est un discours politique. Et donc, ça me fait bien rire. Les magistrats, donc les magistrats du parquet, les magistrats du siège, n'hésiteront pas à condamner les personnes qui oseraient faire des blagues sur M. Emmanuel Macron. Comparer Macron à Hitler est une offense, c'est une injure publique qui sera punie pénalement et qui sera punie sévèrement. Alors, il faudrait peut-être rappeler à ces magistrats qu'en 2013, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce que les juges avaient prononcé une amende de 30 € contre une personne qui, sur le cortège, qui est au passage de Nicolas Sarkozy dans sa voiture, donc qui manifestait aux abords du cortège de Nicolas Sarkozy, et il avait brandi une petite affichette, une petite pancarte où il y avait marqué « Casse-toi, pauvre con », suite à l'incident qu'avait rencontré Sarkozy au salon de l'agriculture. Alors, la première personne qui avait dit à Sarkozy « Casse-toi, pauvre con » n'avait pas été condamnée, et là, c'est simplement une personne qui reprenait le « casse-toi pauvre con » sur une affichette. L'amende qui lui avait été infligée était de 30 €. Eh bien, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour avoir prononcé une amende de 30 € contre une personne écrivant « casse-toi pauvre con » et le brandissant sous le nez du chef de l'État. Alors vous imaginez ce que la Cour européenne des droits de l'homme va penser d'une condamnation à 10 000 € d'amende pour des affiches qui ne contenaient aucune insulte, aucune injure. Il n'y avait pas de termes grossiers ou orduriers dans cette affiche, mais simplement une image faisant une comparaison entre Emmanuel Macron et le maréchal Pétain, Emmanuel Macron et Adolf Hitler. Voilà. Donc on espère que la Cour européenne des droits de l'homme pourra venir donner une petite leçon de droit à ces magistrats fort conformistes qui ont décidé de collaborer avec le gouvernement pour condamner lourdement des opposants politiques. Enfin, reste le quatrième pouvoir, le contre-pouvoir médiatique, le théorique contre-pouvoir médiatique, puisque vous ne trouverez dans la presse pas une ligne pour s'interroger sur cette condamnation de Michel-Ange Flory à 10 000 € d'amende, vous ne trouverez dans la presse pas une ligne pour douter, pas une ligne pour réfléchir. Pire, en vertu des lois de l'arsenal juridique dont je parlais plus tôt, les journalistes et les plateformes de réseaux sociaux, les médias en général, sont tenus de collaborer avec le gouvernement pour censurer les opinions dissidentes. Ils sont tenus de traquer les opinions dissidentes. Le fact-checking est devenu une doctrine consistant à qualifier de fausse information toute opinion contraire à la vérité officielle. Le fact-checking est devenu le nom occidental de la Pravda soviétique. Dans les années 70, il n'y a pas si longtemps, le journalisme d'investigation consistait à traquer les scandales d'État et à contrôler le discours du gouvernement. Au XXIe siècle, le fact-checking consiste au contraire à taper sur les citoyens, à taper sur les opposants pour contrôler leur expression et prouver à la majorité que cette minorité d'opposants ment, que cette minorité d'opposants sont des antisémites, des conspirationnistes, des complotistes et tout autre terme charmant. Toute opinion dissidente est directement qualifiée de complotiste, de fausse information, de désinformation, de manipulation, puisqu'il est établi, puisque les journalistes en sont sûrs, il est établi que les gouvernants
sont dans le camp du bien, qu'ils ne peuvent pas mal faire, qu'ils ne peuvent jamais proférer de mensonges en vue de réaliser des objectifs politiques dont ils ne nous auraient pas parlé. Voilà. Les journalistes savent bien que toute critique, toute opinion dissidente, c'est nécessairement de la désinformation. Voilà l'état du journalisme au XXIe siècle. Ce pouvoir de surveillance et de contrôle, ce pouvoir de censure est encore démultiplié par l'utilisation d'algorithmes qui vont détecter automatiquement les contenus dissidents. On a ainsi assisté depuis quelques années, et particulièrement avec la crise du coronavirus, on a assisté au développement d'une censure d'État qui est camouflée, déguisée derrière sa mise en œuvre par des multinationales privées qui elles-mêmes vont conclure des contrats de fact-checking avec des organes de presse. Donc vous avez une espèce de conglomérat entre les médias privés et le gouvernement pour traquer et censurer les opinions dissidentes. Alors c'est ce que la Commission européenne, dans ce appelle l'autorégulation ou la co-régulation, c'est ce que la Commission européenne nous explique dans ce code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation. Voilà, la loi finalement, ce n'est plus le gouvernement, ce n'est plus l'État qui va vous censurer directement, il va déléguer cette tâche directement aux journalistes et aux médias. C'est beaucoup plus efficace et la loi, il n'y a plus une règle de droit qui est posée, il y a simplement une notion morale, la notion de bonne pratique. Il faut faire le bien, il faut dire des choses gentilles. Au nom de cette doctrine d'autorégulation et de censure par les médias privés, au nom de cette doctrine, on a vu les géants des GAFAM supprimer purement et simplement l'existence des discours gênants. On a vu Twitter supprimer purement et simplement les messages du président en exercice Donald Trump, quoi qu'on en pense. On a vu Twitter supprimer purement et simplement les messages du président brésilien Bolsonaro, quoi qu'on en pense, qui s'exprimait contre les mesures de confinement. Il est complètement délirant qu'une corporation privée puisse censurer le discours de présidents démocratiquement élus. Ça n'a aucun sens. Si Twitter a le pouvoir et l'autorité pour empêcher le président des États-Unis ou du Brésil en exercice de s'exprimer, que pensez-vous que Twitter a le pouvoir de faire contre vous? Que pensez-vous qu'il va vous arriver lorsque vous, qui n'êtes personne, vous allez exprimer une opinion dissidente? Eh bien, de la même manière, on peut tout simplement vous censurer, vous faire taire et vous faire disparaître. Effacer complètement votre existence de l'espace public. On est très très loin du libéralisme. Là, on est dans quelque chose, encore une fois, qui convient parfaitement à la doctrine du Parti communiste chinois ou de la Corée du Nord. Alors, si on veut parler un petit peu de droit, s'agissant de l'accès à l'espace public et de l'accès à la communication d'informations sur Internet, sur les réseaux sociaux, je vous rappelle que la Cour suprême des États-Unis, en 2017, dans un arrêt Packingham, a pu considérer que l'accès aux réseaux sociaux était un droit constitutionnel, au titre du droit à l'information et à la liberté d'expression, garanti par le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Alors c'est un exemple aux États-Unis, mais on partage la même tradition politique, et ce droit devrait être reconnu de la même manière en Europe et en France. Ce qui est intéressant dans cet arrêt, pourquoi je vous parle de cet arrêt Packingham spécifiquement de 2017, c'est parce que dans cette affaire, la Cour suprême était saisie du cas d'un pédophile qui avait été condamné pour agression sexuelle sur des enfants et qui se plaignait de ne pas pouvoir, qui avait été censuré et qui n'avait pas pu créer de compte sur Facebook en raison de ses condamnations pour des agressions sexuelles sur des enfants. Dans cette affaire, la Cour suprême des États-Unis nous dit qu'il y a un droit d'accéder aux réseaux sociaux même pour les pédophiles condamnés. Même pour les pédophiles condamnés. Et vous voudriez nous faire croire, vous voudriez nous expliquer que les pédophiles condamnés ont le droit d'avoir des comptes sur Facebook, mais que en revanche, si vous dites quelque chose sur les vaccins, sur l'ivermectine, sur l'hydroxychloroquine, sur le pass sanitaire, là par contre il faut immédiatement censurer vos vidéos, censurer vos messages et immédiatement supprimer vos comptes. C'est délirant. Cette idée de fake news, cette idée de désinformation
consiste à inventer un nouveau droit, donc le droit pour le citoyen de recevoir de la propagande d'État. Le droit pour le citoyen d'être protégé contre des idées dissidentes, d'être protégé contre des idées qui vont à l'encontre de l'opinion dominante et des dogmes de la vérité officielle du gouvernement. Eh bien non, ce droit fondamental n'existe pas. Il n'y a pas de droit à recevoir de la propagande. Ce qui se profile, si on continue dans cette direction, et si les partisans du pass sanitaire continuent de bêler tous en chœur pour réclamer le droit d'être protégé contre les idées dangereuses et les mauvaises pensées, ce qui se profile, c'est une société dystopique, hein, c'est un vrai cauchemar. Connaissez-vous Datacalab ? Datacalab, cette start-up française dont l'un des actionnaires, l'un des membres est Franck Tapiro, le journaliste qui a organisé la manifestation pro-pass sanitaire, la manifestation pour le gouvernement où il y avait 30 personnes qui ont assisté à cette manifestation malgré le soutien des médias et malgré les annonces des médias incitant les gens à se rendre à cette manifestation. Donc Datacalab, cette société dans laquelle vous trouvez ce Franck Tapiro, c'est une start-up française spécialisée dans l'intelligence artificielle pour la reconnaissance d'images. Et Datacalab, depuis le début de la crise, a mis au point des logiciels permettant de surveiller en temps réel le respect des gestes barrières et le respect du port du masque. Donc vous avez une machine qui va analyser les images venant d'une caméra de surveillance et qui va repérer les visages des personnes et qui, sur les visages, va repérer si le masque est correctement porté bien au-dessus du nez, s'il est mal porté en dessous du nez, s'il est très très mal porté en dessous du menton ou s'il n'y a pas de masque du tout. Et donc la machine va pouvoir analyser individuellement chaque visage dans une foule. Datacalab a ainsi pu fournir des prestations, enfin collaborer avec la RATP pour surveiller en temps réel les gens dans le métro parisien, pour surveiller en temps réel le port du masque dans le métro. Datacalab a fourni le même service pour un concert d'Indochine réunissant 5000 personnes pour surveiller donc en temps réel toutes les secondes le port du masque par le public de ce concert. Voilà le genre de société qu'on vous réserve, voilà le futur, où on va faire contrôler les gestes barrières, le port du masque par des machines, et vous recevrez probablement, peut-être ensuite on pourra, comme les radars automatiques, hein, ensuite peut-être que cet algorithme pourra directement vous envoyer une amende. Parce que la même machine sera entraînée pour reconnaître les données biométriques, sera entraînée pour reconnaître les visages, et on pourra directement vous punir si vous avez mal respecté le port du masque ou mal respecté les gestes barrières. Voilà la nouvelle normalité, voilà ce qu'est le Covidistan. Ça n'est plus du tout, ça n'a plus rien à voir avec un État libéral. Et on est même au-delà de la simple manufacture du consentement par la propagande. On est sur de la répression pénale des opposants et des dissidents. La nouvelle normalité Covid, c'est une nouvelle société antilibérale basée sur la répression des crimes de pensée par le pouvoir législatif, par le pouvoir exécutif, par le pouvoir judiciaire et par un quatrième pouvoir médiatique.